Alors, aider un proche naturellement au quotidien, je crois que toute notre vie, on est des aidants naturels, on commence ça très jeune. Et peut-être aussi mon objectif que je poursuis, c'est de se sensibiliser aux réalités et aux besoins des aidants naturels. Alors, quelle est la vie des aidants naturels, puis quel soutien je reçois et quel soutien aussi je donne à des gens qui sont dans la même situation que moi. Ce que je vous présente, c'est pas des recettes, j'en ai pas. Alors, je dois vous dire que je suis une infirmière retraitée. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette formation-là. J'ai donné des cours aux infirmières auxiliaires en soins palliatifs. Je n'ai pas travaillé en soins palliatifs, mais j'ai accompagné mon père et mon beau-père en fin de vie. Et puis, ça m'avait été demandé par l'OCPAC et par les bénévoles de l'hôpital. J'ai fait une petite formation. Puis, depuis ce temps-là, de temps en temps, je la donne. Je fais ça avec cœur. Puis, vous savez, moi, je dis toujours, chacun sa part de vérité. Alors, vous prenez là-dedans ce qui vous convient. Puis, il y a plein de choses que vous savez déjà, parce que vous êtes déjà toutes ou tous des aidants. Fait que vous pourriez être en avant aussi puis faire la conférence, parce que vous avez toute une expérience de vie qui vous permet aussi d'en parler. Arrêtez-moi n'importe quand. Hein? Alors, la satisfaction de vivre et le bien vieillir. C'est sûr que moi, quand je l'ai fait pour des personnes retraitées ou des gens qui sont bien, vous n'avez pas 20 ans, là, je vois bien que vous avez tous chacun et chacune une expérience de vie. Alors, les personnes, je dirais, jeunes retraités ou jeunes aînés, hein, ils nous appellent des jeunes aînés. En passant, j'ai 62 ans, j'aurai 63 ans le mois prochain. Désirent bien vieillir au sein de leur domicile le plus indépendamment possible de leurs enfants. C'est comme une intimité à distance, tant pour les parents que pour les enfants. On veut être autonome le plus longtemps possible, puis on veut que nos enfants aussi le soient. On n'est plus à l'époque où le père donnait son bien à son fils et puis il gardait ses vieux parents jusqu'à la fin de leur jour. Il y avait déjà un CHSLD dans la maison. On a fini un peu cette société-là. Mais quand on va être aussi dans une relation d'aidant, il y aura tout le lien relationnel. Alors, si j'ai une bonne relation mère-enfant ou sœur et sœur, ou frère et sœur, ou mon oncle ou grand-parent, quel que soit le lien, parce que quand on va aider quelqu'un, c'est quelqu'un d'habitude qu'on connaît. Mais si on a un bon lien de confiance, on va aller aider cette personne-là. Mais si on a eu des blessures de l'enfance qu'on n'a pas été capable de régler pour toutes sortes de raisons, puis là, je ne juge pas ça, hein, je nomme les choses. Quand je vous dis des affaires, des fois, je ne les juge pas. Mais ça se peut qu'on ne soit pas apte ou dans le vouloir d'agir. Puis l'autre jour, je jasais avec une jeune femme, puis je demandais quel âge qu'avait son enfant, parce que j'ai travaillé longtemps en salle d'accouchement. Et puis, elle me disait qu'il avait comme 20 ans. Moi, je croyais qu'il en avait 10. Puis, je ne sais pas sur quoi, là, mais ça m'a frappée de ce qu'on a discuté. Mais elle a dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé à ma mère. Mais ça, je n'ai pas de mes troubles. Mais quand ça va venir le temps qu'un aide l'autre, là, mais cette situation-là ne sera pas facile. Puis probablement qu'ils ne pourront pas s'aider une à l'autre. Ça fait que si vous avez des pardons à faire, faites-les pendant que vous avez toute votre idée. Parce que des fois, hein, c'est plus le temps. On est aussi de la génération conflictuelle, les bébés boomers. Les bébés boomers ont plus de 45 ans. Alors, on a-tu tout en haut de 45 ans, à part que madame? Oui. Alors, on est la génération sandwich. On s'occupe de nos enfants, de nos petits-enfants, puis on s'occupe de nos parents vieillissants. Bon, ma mère a 92 ans, la mère de mon mari a 89 ans, et puis ma mère à moi, qui va avoir 92 ans le mois prochain, commence à avoir une légère perte de troubles cognitifs. Fait que là, ben, on est surpris de ça, puis pas, mais il faut composer avec ça, puis qu'elle garde sa dignité jusqu'à la fin de sa vie. Comment allons-nous vieillir? C'est une réalité complexe parce qu'on n'aura pas tant de monde que ça pour s'occuper de nous. On n'a pas des grosses familles. Moi, j'ai 2 enfants. Probablement que ça se ressemble chez vous aussi. Il va falloir être très autonome. Moi, je dis à mon fils, inquiète-toi pas. Quand je serai plus vieille et plus capable, ça ne sera pas difficile pour toi que tu fasses des choix. Pourquoi faire avec moi? Mais je vais essayer de tout organiser ça parce que je regarde, là, je sais que je vais mourir. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je sais. Alors, je pourrais pas... Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui ils ont comme une espèce de déni. Je ne juge pas ça. On ne pense pas à ça. C'est pas dire que je focus là-dessus. Mais il faut aussi organiser nos enfants pour que ce soit facile pour eux quand ça sera le temps du grand voyage. Alors, quelle est la réalité de l'aidant au quotidien?
Et puis, quelles sont ses joies, ses peines, ses difficultés? Puis, c'est une réflexion que je vous partage. Alors, on ne naît pas aidant naturel, on le devient. Et parfois, on est rendu dans une situation où on n'avait jamais pensé qu'on serait rendu à donner ces soins-là. Hier, je rencontrais une dame à Maria qui, son mari fait de l'Alzheimer depuis 7 ans. Et puis, elle a dit, là, mes enfants me disent, ça n'a plus de bon sens, maman, là. Là, il faut qu'elle l'habille, il faut qu'elle le fasse manger, il faut qu'elle l'amène aux toilettes, elle le lave, elle fait tout. Là. Elle dit, puis qu'elle ne peut rien faire. Puis là, elle dit, bien, je suis comme prête. Elle a laissé partir. Elle m'a dit, je l'ai gardé tant que j'ai pu. Puis elle dit, c'était une ancienne préposée aux malades. Elle dit, là, j'ai fait mon cours de préposée aux malades, je n'ai pas travaillé avec ça, mais là, je suis sa préposée aux malades. Mais elle dit, là, je suis comme prête dans ma tête à ce qu'elle vive ailleurs parce que je ne suis plus capable de m'en occuper. Puis elle dit, ça fait 7 ans que je ne peux pas aller à la salle de spectacle, 7 ans que je ne peux pas aller au comptoir de bénévolat. Elle dit, là, aujourd'hui, je sors, c'est comme si c'était une terrible de grande sortie. Les gens, puis c'est une dame qui paraît bien, qui a 78 ans peut-être, mais qui a l'air bien en forme, puis tout ça. Mais c'est quoi sa réalité? On ne voit pas ça dans le blanc des yeux. Et c'est difficile pour ces gens-là parce qu'ils vivent la solitude. Autant qu'ils, des fois, ils ne veulent pas sortir parce que les gens vont leur passer le temps à lui dire comment est-ce qu'est ton mari. Puis quand ils ne sortent pas, ils disent, il n'y a jamais personne qui s'informe comment est-ce qu'est mon mari. Vous savez, il y a comme... c'est quasiment une incohérence. Mais c'est ça aussi, là, tu sais. Parce que les gens ne savent pas toujours quoi nous dire. Hein? Et puis ça, ben, ça fait partie de la vie. Ça, je trouve ça très bien. En tout cas, ça correspond à mes valeurs. Accompagner quelqu'un, ce n'est pas le précéder ni lui indiquer la route, mais c'est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de ses pas. Quand on accompagne quelqu'un, on est derrière lui ou à côté. On ne peut pas être en avant. Parce que le chemin, il n'est pas tracé. Et on ne peut pas tracer le chemin pour lui. Et ça, c'est quel que soit l'âge des gens qu'on aime, avec qui on vit, nos enfants ou notre conjoint ou whatever. Mais dans ma trajectoire de vie, je vis toujours une expérience unique d'être une personne aidante. Mais quand je le fais avec cœur. Des fois, je suis obligée. Mais on verra aussi, y a-t-il moyen que j'aille me chercher des ressources quand je suis obligée puis j'ai personne autour de moi. Mais où est-ce que je suis rendue aussi à être capable de recevoir de l'aide? Parce que c'est difficile de demander de l'aide. Hein? On n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé à donner et puis à faire la charité. Mais la charité, des fois, il faut se la faire à soi. Les personnes aussi qu'on accompagne, moi, ce que je me dis toujours, c'est de voir à ce que, tant qu'ils sont capables de faire quelque chose, de renforcer le potentiel qu'ils ont. S'ils sont capables de se passer une débarbouillette dans la figure, bien, on va renforcer ce potentiel-là. C'est de miser sur ce qui reste et non ce qui est parti. Pour, en tout cas, que la vie soit plus facile. C'est un peu, j'ai une petite fille qui a 19 mois et qui vient chez nous puis qui est tellement drôle, puis là, qui mange avec une cuillère et une fourchette. Mais des fois, il y en a qui tombent, hein, ici, là. Bien, je veux dire, on trouve ça bien naturel. Mais si j'étais avec un ACV, mais je serais capable de lever ma cuillère et ma fourchette comme ma petite fille, mais ça serait déjà beau, puis il faudrait que je garde tant que je suis capable de la lever, même si j'en mets sur ma bavette. Hein? Il faut renforcer ce qui est positif comme potentiel et pas faire tout à la place de l'autre. Fait que là, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais ça se fait pas facilement parce qu'on veut aider l'autre, puis on veut aussi qu'il soit le mieux possible. Mais comme maman, là, qui commence à avoir des troubles cognitifs, mais je veux dire, elle est en résidence personne âgée autonome, mais c'est certain qu'on va revaloriser tout ce qu'elle fait de bien. Tu sais, elle va avoir 92 ans dans 2 semaines, mais quand je vais la voir, je lui dis, maman, t'es bonne, hein, t'es capable de faire ça, tu fais ci, tu fais ça, ça va bien. Mais je sais qu'elle va me compter 3 fois la même affaire dans l'espace de 5 minutes. Mais c'est correct aussi. C'est pas bien dangereux. En tout cas, si je ne l'ai pas compris la première fois, je le comprends après 3 fois. Ma fille est pharmacienne à l'hôpital de Maria, puis elle allait des fois ici à New Carlisle, là, il y a des centres d'accueil, il y a des gens qui ont des pertes cognitives. Elle me disait, je trouve tellement les infirmières bonnes, elle dit, tu sais pas comment. Elle dit, là, il y en a une qui vient au poste, là, puis tous les jours, elle va appeler chez elle. Elle a besoin d'aller. Fait qu'elle dit, les infirmières, ils laissent le téléphone, elle compose son numéro, puis elle dit, c'est occupé. Fait qu'ils disent, ben c'est bien correct, tu reviendras demain. Mais en réalité, ils ne disent pas de faire le 9. Ça fait qu'elle a téléphoné, puis c'était occupé.
Puis ça l'a satisfait. Oui. Oui. Puis là, il y en a un autre qui voulait prendre l'autobus. Elle avait sa valise à la main puis son chapeau. Ça fait qu'elle dit, ben je regarde ça. Quoi. Elle dit, là, il y a une infirmière, il a dit, elle allait voir son frère. Mais là, son frère, ça peut faire 50 ans qu'il est mort. L'infirmière, il a dit, ben l'autobus ne passe pas aujourd'hui. Ça fait que là, retournez dans votre chambre, c'est pas grave. On vous avertira quand elle va passer. Ça sert à rien que tu ailles dans le contre-courant. Tu sais, c'est comme faire semblant. Mais par contre, gardez leur dignité. C'est ça. Moi, c'est ça que, en tout cas, je sais pas si... c'est ça qui me vient. Alors, quand on est aidant naturel, on a toujours une tempête émotionnelle à l'intérieur de soi. Et parce qu'on n'a pas de pouvoir, on est face à l'inconnu. Et ça, c'est très difficile, tu sais. Moi, je suis encore une aidante parce que mon fils, qui a eu 32 ans la semaine passée, à l'âge de 3 ans, a eu la leucémie. Alors, on a été 108 semaines en chimiothérapie. Et 4 ans après, mon mari a eu un grave accident, comme M. Marc qui était là, qui a eu un accident lui aussi de voiture. 3 mois, l'enfant Jésus, c'est moi en chaise roulante. En tout cas, toute la réadaptation après. Mais tout ça, on a passé à travers ça. Mais je dois vous dire que là, des fois, j'étais souvent d'une tempête à l'intérieur de moi. Parce les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit, puis il ne faut pas leur demander de comprendre. Je souhaite à personne d'avoir un enfant atteint de leucémie pour qu'il me comprenne. Alors, c'est le plus souvent bousculé par les événements que l'on devient personne aidante sans connaître à l'avance que cette route nous réserve. Alors, il faut se garder en bonne santé. Moi, quand mon fils n'allait pas bien, j'essayais de bien manger, bien dormir pour être en forme parce que je savais que j'avais un long chemin. Toutes les unités familiales ne sont pas fonctionnelles, solides et unies et capables de s'adapter à des situations qui évoluent sans cesse. On se perd souvent, frères et sœurs, en vieillissant, parce qu'on a nos familles, on a nos difficultés. Puis des fois, on n'a pas toujours le lien avec notre beau-frère qu'avec notre sœur. Ça fait que, tu sais, je veux dire, chacun vit de son côté. Mais à un moment donné, on est obligé de se rassembler pour dire qu'est-ce qu'on fait avec maman, qu'est-ce qu'on fait avec papa. Tu sais, ça fait que ça, c'est pas nécessairement facile. Alors, c'est peut-être un consensus qui va aider les membres de la famille à tenir une discussion, puis à faire des choix difficiles dans cette période de grand dérangement. Mais vous serez toujours un peu, si vous êtes le leader dans votre famille, blâmé. Parce que là, il n'y a personne qui décide de rien. Puis quand vous décidez, bien, ils n'ont pas demandé. Ils disent, moi, je ne m'occupe pas de ça, décide. Puis quand vous décidez, des fois, ça ne fera pas le bonheur. Fait que c'est difficile Moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, parce que papa, ma belle famille, là, mon beau-père est décédé, mais tout le monde faisait comme s'il allait bien, mais il était mourant. Fait que ça, moi, je trouvais ça très difficile. J'étais la bru. Fait que ça, je trouvais ça extrêmement difficile. Parce que, je vais vous dire, je trouvais qu'il était mal soigné. Parce qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'il soit en CHSLD, puis il était à la maison. Fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Il avait fait 2 infarctus, puis il y avait une couche. Puis tu sais, je ne suis pas sûre que la dignité était encore là, mais eux autres disaient, il va bien. Alors quand il est décédé, ils ont dit, on ne savait pas qu'il était malade comme ça. Mais ça, je veux dire, je ne juge pas ça. Le déni, c'est une façon de se protéger. On n'est pas capable de faire face à la réalité. Fait qu'on fait comme si qu'il va bien. Ça se digère mieux. Mais c'est quand ça va plus bien que des fois, c'est difficile. Aussi, les femmes, on a été entraînées très jeunes à s'occuper des autres. Ça fait partie de notre culture, hein? Puis de toute façon, on aidait notre mère à la maison. On faisait toutes sortes de jobs là, quand on était jeune. Hein. Vous avez les comme moi, puis rentrer du bois, puis toutes ces affaires-là, on n'arrêtait pas. Puis les femmes jouent un rôle d'aidante familiale. C'est comme si tu ne t'occuperais pas de ton conjoint malade, c'est comme une norme sociale. Puis si tu ne remplirais pas ces tâches-là d'aider ton conjoint, bien, c'est que ça signifierait que tu fais défection à tes responsabilités puis à ton rôle d'épouse. Je ne vous dis pas que les époux n'aideront pas leurs femmes, mais les femmes vont peut-être le faire plus longtemps pour tous les soins qui regardent, à garder la personne le plus longtemps possible. Parce que c'est comme une norme sociale. À mon avis, en tout cas, c'est comme ça. Les hommes, ils vont faire ça autrement. Puis quand on arrive aux fonctions dites nobles du cerveau, comme l'Alzheimer, ben, c'est difficile des fois de reconnaître cette personne tellement sa personnalité a changé, puis ses comportements se sont modifiés. Ça va venir modifier la dynamique familiale. Il y avait une fille qui travaillait avec moi et son père était Alzheimer
avancé. Je lui disais, quand tu vas le voir, est-ce qu'il te reconnaît? Elle disait, non, des fois il me reconnaît, des fois il ne me reconnaît pas. Mais elle disait, c'est comme si il était déjà mort. Parce qu'elle dit, c'est plus mon père que j'ai devant moi. Je ne peux plus jaser avec lui. sais, elle disait, le discours, c'est mon père vivant, mais c'est pas mon père en esprit, parce que là, il compte toujours la même affaire, puis, tu sais, toutes sortes de choses là, que les gens, quand ils sont en trouble cognitif avancé, vivent. Fait qu'elle me disait, ben on se prépare, on sait qu'un jour, il devra partir, parce que sa qualité de vie n'a plus grand bon sens non plus. Alors, au Québec, un individu sur 7 offre un soutien à un proche vivant avec des limitations. Et toutes et tous sont susceptibles de devoir affronter cette réalité au cours de leur vie. Alors, on est tous susceptibles d'être aidants. Et on l'a déjà été. Puis là, des fois, ben, il y a comme je vous dis, là, il y a des bouts qu'on est sur le plat, tout d'un coup, on monte encore une butte. Parce que c'est comme ça, la vie. Hein, ça n'a pas une ligne droite tout le temps. Alors, toutes les pertes d'autonomie liées au vieillissement. Et puis moi, là, cette semaine, j'ai eu un diagnostic d'arthrose d'un genou. Je ne peux plus monter en montagne comme je voulais, puis monter à pic des sentiers pédestres. Puis, tu sais, ça fait que j'ai à faire le deuil de je n'étais pas un athlète, là. Mais en tout cas, je pouvais faire ce que je voulais. Je peux continuer à faire ce que je veux, mais j'ai tellement mal au genou. Et puis, ça ne se guérit pas bien. Il m'a dit, va-t'en chez vous, endure ton mal, on te mettra une prothèse de plastique, prends ta canne. C'est à peu près ça qu'il m'a dit. Ça ne me dérange pas de prendre une canne, moi. Je me dis, c'est intelligent. Si j'avais besoin d'une canne, prenez-la au plus vite. J'ai assez dû me battre avec ma belle-mère pour qu'elle prenne une canne. C'est quoi cette histoire-là d'avoir d'orgueil d'une canne? Hein? C'est juste un bâton, là. Baissez vos souliers à talons hauts, puis prenez-vous une canne. En tout cas, moi, j'ai pas de misère, avec la canne. Les déficits cognitifs, là, toute la maladie d'Alzheimer. Puis nous, ben, on ne sait pas comment est-ce qu'on va vivre ça avec notre mère. On va essayer de la garder parce qu'elle est très autonome à la résidence. C'est de sa petite routine, elle l'est. Alors, tous les diagnostics sévères de problèmes de santé mentale. Vous savez, les parents qui ont un enfant qui est schizophrène, qui ont 80 puis qui ont un schizophrène de 55 ans, c'est pas plus facile parce qu'ils se demandent comment ils vont faire, là, tu sais, puis comment ils vont s'organiser. Les handicaps reliés à un accident, là, toutes les paralysés suite à des accidents, puis tout ça. Puis aussi les enfants qui naissent avec une maladie, mettons, qui naissent handicapés. Fait que les parents, ils sont vieillissants. À un moment donné, cet enfant-là est souvent en chaise roulante. Ça fait que c'est pas nécessairement... C'est très difficile. Dans ma rue, il y a un autistique. Hein? Il marche, puis il se promène, puis c'est toute la date de naissance de tout le monde qui reste dans ma rue. Il est costaud, ça fait que personne le stime trop. Puis il se parle tout seul, là, puis, tu sais, puis on le sait. Alors, il va au dépanneur, puis il prend du chocolat, puis des chips, puis il ne paye pas. Sa mère va payer à la fin du mois. Mais ses parents sont plus vieux que moi, ils ont sûrement 70 ans. Puis ils ne peuvent pas sortir de la maison ensemble, eux autres. Pas parce qu'il est dangereux, puis qu'il va se sauver, mais il a comme besoin d'avoir quelqu'un près de lui. Fait que je me dis, toute leur vie a été ça. Hein? Puis ils n'ont pas eu plus de soutien de la communauté ou de répit. Parce qu'ils savaient se débrouiller comme il faut. Les gens n'ont pas été. N'ont pas offert. T'sais. Mais je ne juge pas ça encore là. T'sais. Alors, tout aussi les maladies chroniques, la sclérose en plaques, les maladies cardiaques, les AVC, les maladies pulmonaires, tous les gens en soins palliatifs. Aujourd'hui, les soins palliatifs, c'est pas 90 ans, c'est souvent 40 puis 50 ans que tu meurs d'un cancer. Fait qu'avant ça, quand on disait soins palliatifs, c'était quasiment de la gériatrie. C'est plus ça aujourd'hui. Alors, lorsque la santé se détériore aussi, nous vivons deux transitions dans notre vie. L'acquisition du rôle d'aidant, puis la perte du partenaire de vie, ou la perte de ta sœur, hein, quelque part, ou en tout cas, de la personne avec qui tu avais un lien intense. Puis savez-vous que l'aidant naturel a 60% de risque de décéder avant le proche dont il s'occupe? Alors, la dame que je voyais être Maria hier, puis qui me disait, ça fait 7 ans qu'elle garde son mari Alzheimer, ben, je lui ai dit ça par rien. J'ai dit, c'est assez, là. Les sauveurs finissent tous sur la croix. Tu regarderas sur ton chapelet. Rien. C'est vrai. Les sauveurs finissent tous sur la croix. Fait que là, j'ai dit, il est temps que toi, tu te choisisses. Puis ça ne veut pas dire que quand il va être dans une unité spécialisée, qu'il va être malheureux. J'ai dit, tu vas aller le voir souvent. Puis ils vont bien s'occuper de lui. Puis peut-être bien, à un moment donné, il ne te reconnaîtra plus. Mais il saura qu'il y a un lien émotif très fort avec toi. J'ai un ami qui allait voir sa mère qui était à l'unité prothétique. Ben, il disait, t'es donc un bel homme, il me semble que je te connais.
C'était son fils. Mais t'es dormi un bel homme, qu'il disait. Ça le faisait rire, lui, il riait ça un peu. Ça fait que des fois, comme je vous dis, il faut essayer d'accompagner positivement. Même si c'est juste une petite affaire comme ça. Puis, tu sais, il allait la voir, puis il disait, elle me dit ça. T'es dormi un bel homme, il y a 60 ans passés. T'as dormi un bel homme. Il semble que je te connais. Ben, en tout cas, elle savait instinctivement qu'il y avait un lien très fort, mais elle le nommait autrement. Alors, certains aident un parent, un enfant, un conjoint, un proche, un voisin. La grande majorité de femmes constituent le bassin d'aidants naturels au Québec ou ailleurs dans le monde. Et comme je vous disais tantôt, les femmes sont entraînées dès leur jeune âge à être des pourvoyeuses de soins, à entretenir des relations significatives, des relations humaines. C'est souvent les femmes qui invitent là, pour Noël, puis le jour de l'an, puis en tout cas chez nous, c'est encore comme ça. Je prends le téléphone, j'invite ma fille, puis j'invite un cousin Julien, puis maman, ben, elle ne peut plus monter les marches, mais ma belle-mère, quand elle pouvait, puis ma mère, on dirait que c'est... Je sais pas pourquoi que les autres, ils le font pas, parce que je l'ai toujours fait, ça fait qu'ils le font. Hein? C'est comme ça. Fait que j'ai été pourvoyeuse, hein. Et puis, tant au niveau du couple, de la famille, puis du réseau social, ça fait qu'en quelque part, on a toujours considéré que ça allait de soi. Puis, il y a des gens aussi, accompagner quelqu'un, puis moi, je le considérais comme ça avec mon père, c'était de lui rendre ce qu'il m'avait donné. C'était une occasion aussi de croissance puis de rapprochement avec lui. Quand mon père était cardiaque, puis il faisait de l'eau sur les poumons, comme les gens disent, puis là, je l'appelais, puis il était à Lady Maria, puis il râlait. Je lui disais, papa, t'es pas sur le bon poste de télévision. Je vais te faire, là, puis je te mets dans l'hôpital. Parce que je l'entendais râler dans le téléphone. J'arrivais là, puis il était essoufflé. Puis il n'avait pas dormi de la nuit. Là. Il avait toussé toute la nuit. Je disais, on s'en va à l'hôpital. Il me disait, crois-tu? Je disais, oui. Je disais, papa, tu as payé tes impôts toute ta vie. Puis le médecin qu'on va voir, là, c'est tes impôts qu'il paye. Puis là, mieux vaut vivre un peu heureux que mourir en héros. Moi, j'ai ça comme maxime. Ouais. C'est pas grave si j'y vais pour rien. Je disais, c'est pas grave, même si on y va pour rien, papa. Ça, pas la tête. C'est sûr que j'ai travaillé à l'urgence et puis que je connais le personnel, mais ça a tout changé de monde. Mais moi, quand je rentrais là, mon père avait 88, 89 ans, je leur disais, mon père est âgé, je veux une civière. Je ne vais pas laisser un essoufflé comme... Vous savez comment ça respire, quelqu'un qui est quasiment en problème pulmonaire. Alors, je n'aurais pas le laisser sur une chaise. Je le faisais coucher, puis je l'abriais avec des couvertes chaudes, parce que je sais où se trouve une couverte chaude. Dans les hôpitaux, moi, je sais toujours où se trouve une couverte chaude. La première chose, je regarde sur les étages. Parce qu'on redevient une infirmière quand je soignais mon fils aussi. Quand je dis que je soignais mon fils, là, il était à Sainte-Justine, mais je le soignais aussi. Puis là, je lui disais, dors, papa. Il m'a guetté le docteur, moi. J'ai dit, t'as pas dormi de la nuit. Dors. Puis là, il se couchait, puis il dormait, puis là, il donnait de l'inalo, puis il passait. Il le gardait des fois 48 heures, mais en tout cas, ça le remettait sur le piton. Et puis, je lui disais, papa, tu peux. Ma soeur est infirmière aussi. Je disais, tu peux pas mourir, il y a 2 vieilles infirmières qui te regardent. Mais des fois, qui te surveillent, pas qui te regardent. Mais des fois aussi, on attendait, il était moins mal en point. Des fois, on attendait assis. Et puis là, je l'abriais. Il fait frais à mourir, là, à l'hôpital. Là. Quand tu as 89 ans, là, puis il t'envoie en jaquette passer un rayon X, là. Hein? Tu gèles le cœur. Si tu n'avais pas le rhume, tu vas finir par là, ouais. Ça fait que là, je disais, papa, je lui ai dit une chaise roulante, je vais aller te chercher des couvertes chaudes. C'est pas grave. Si vous demandez au personnel, c'est où les couvertes chaudes, ils vont vous dire, c'est pas de la morphine, vous pouvez lâcher. Oui, oui. Puis ça, il faut le demander. Là. Puis des fois, ils sont très occupés, mais ils ne sont pas nécessairement de mauvaise humeur. Ils vont le faire quand même. Alors, je veux dire, ils me contaient toutes sortes d'histoires le temps qu'on attendait. Ils me parlaient de la drive, puis toutes sortes d'affaires. Que quand ils me parlaient de ça enfant, je n'étais pas en mesure de le comprendre comme je le comprenais adulte. Ça fait que des fois, on avait des bons moments à attendre. Hein? Puis ça me permet... Il y a plein de choses qu'ils me racontaient de ce qu'ils faisaient, que j'ai appris, là, sur la fin de sa vie. Puis par amour, on dit bien par amour. Alors, le lien émotif et l'histoire de leur relation et le soutien conjugal, les couples qui vont être capables de s'aider, autant l'homme et la femme, ça va être un facteur protecteur de la santé. Parce que si là, la madame, que son mari fait de l'Alzheimer, a dit qu'il y a eu des bouts de sa vie qui ont été difficiles dans sa relation avec son mari. Il aurait fallu qu'elle divorce, mais elle n'avait pas le moyen, comme bien des femmes, puis elle restait avec. Mais elle ne disait pas ça avec négativement. Mais elle dit là, on est pareil comme du monde qui se courtise. Elle dit c'est comme si on avait 15-16 ans. Elle dit, il me dit, on est bien ensemble, hein? Oui.
Oui, tu sais, mais lui, il est perdu dans sa réalité de voir où il en est. Mais elle a dit, ça m'a permis de m'apaiser, puis de pardonner aussi bien des choses. Puis elle a dit, là, je suis comme prête. Il fallait que ça mûrisse. Je trouve ça intéressant. Hein? Je trouve ça assez extraordinaire. Puis avant toute chose, un aidant naturel est un proche de la personne malade. Puis c'est pas ses études, son diplôme qui va définir leur rôle, mais seulement la proximité avec la personne malade et le don de soi. Vous pourriez avoir un médecin dans la famille, ça ne veut pas dire qu'il serait capable ou qu'il aurait la volonté ou le don de soi pour s'occuper d'un parent malade. Puis il y a d'autres, par contre, qui récompensent, il y a des familles qui vont en retirer des bénéfices, mais d'autres vont concevoir cela comme un fardeau, une prison, puis une menace à leur liberté. Ils n'ont pas le choix. Ça fait que, tu sais, je veux dire, si on s'emprisonne là-dedans, ça va être encore plus difficile. Bien, il faut regarder à ce moment-là avec la famille, c'est pas facile. Nous, on est 4 filles chez nous, puis on est 2 qui s'occupent des parents, puis les 2 autres nous regardent aller. Peut-être aussi qu'on ne leur a pas donné de place pour qu'ils nous regardent aller, parce qu'on était 2 infirmières, ça fait qu'ils nous ont laissé toute la place, mais on ne leur a pas donné beaucoup de place. Mais ma sœur aînée va voir maman tous les dimanches, puis elle amène le feuillet paroissial. Je peux me fier là-dessus. Puis maman, elle aime ça, le feuillet paroissial. Elle sait tout ce qui est mort et baptisé. Ça fait que, plus que moi, hein. Je ne vais pas en messe beaucoup, moi. Mais, tu sais, mais, je veux dire, il faut renforcer le potentiel de ce que les gens vont faire. Ma sœur, elle va à la messe tous les dimanches, puis elle amène tous les dimanches le feuillet paroissial à maman. Mais c'est peut-être bien mieux que moi qui appelle le docteur pour savoir comment gérer sa médication. Tu sais, il faut faire du pouce sur les capacités. On ne vient pas tout au monde avec le même coffre à outils. Ça, il faut accueillir ça aussi. Ne demandez pas à tout le monde de la famille d'être aussi bon que vous. Ça ne marchera pas. Ça, c'est mon idée. Oui. Puis moi, quand mon père est décédé, j'ai des sœurs qui sont différentes de moi. Puis là, on n'a pas toutes la même perception de maman, là, qu'il y a des troubles cognitifs. On est 4, puis ici, là, regarde, on est comment, 7, 8, là, on a 7 parts de vérité. Je vous dis, chacun sa part de vérité. Il n'y a pas nous autres qui pensent pareil. Je crois qu'il faut être terriblement des jumeaux identiques pour avoir quelque chose qui se ressemble dans la pensée. Puis même, des fois, c'est pas toujours le cas. Ça fait qu'on ne pensera jamais pareil, puis on n'a pas à convaincre personne de penser comme nous, on est des personnes uniques. Fait que là, je regarde ça, moi, je me dis peut-être que moi, je suis plus prête à ce que maman ait des troubles cognitifs que mon autre sœur. Peut-être que mon deuil, moi, je trouve que c'est comme... Je me dis, laissons-la vieillir en paix. Tant qu'elle est bien, maman est toujours bien mise, bien coiffée, bien habillée, bien plus chic que moi. C'est ça qui l'intéresse. Alors, quand on s'occupe de quelqu'un, c'est un emploi invisible à temps plein. Pas syndiqué. On ne prendra pas le chemin pour revendiquer comme les garderies. Et pas salarié. Et pas salarié. Non. Pas salarié. Non. Ça fait que c'est un emploi invisible. C'est pour ça que je dis que c'est un emploi invisible. Alors, d'après Statistique Canada, la population à domicile de 45 ans et plus recevant des soins, c'est les statistiques de 2008-2009. Le groupe de 67 à 74 ans, il y en a 21,6 qui reçoivent des soins à la maison. Le groupe de 74 à 84, c'est le groupe le plus élevé parce qu'ils sont encore autonomes. Alors, c'est 45,9 %. Puis les 85 ans et plus, c'est sûr que ça diminue. Ils se sont détériorés, ils sont trop malades. Alors, c'est 32,5 %. Donc, les aidants naturels assument 80 % du soutien à domicile. C'est une contribution estimée à au moins 25 milliards de dollars par année au Canada. Puis au Québec, l'apport des aidants naturels représente 5 milliards de dollars. C'est majeur. Et là, quel que soit, je ne suis pas politisée. Moi, j'ai voté tous les couleurs, fleuries puis carottées. Je ne suis pas quelqu'un... je regarde ça, puis je vais toujours voter, par contre. Mais je me dis, quel que soit le gouvernement, présentement, les bébés boomers, on va être la catégorie de gens qui vieillissent le plus. Là. On met plus de bébés boomers que de je ne sais pas quel X. Non, c'est Y. Mais après Y, je ne sais pas ce que c'est. Ils sont nés en 2000. Parce que nous, on est des bébés boomers. Après, c'est des X, des Y. Après ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un autre. Non, c'est pas Z, en tout cas. Il a nommé quelque chose d'autre. Mais ces générations-là sont différentes de nous, puis leurs motivations aussi sont différentes. Ça fait que je me dis, il va falloir, en tout cas, que les gouvernements, c'est pas juste un discours politique, mais qu'ils mettent en place peut-être des moyens financiers pour les aidants, parce que
c'est pas tout le monde qui peut dire je lâche ma job pour aider ma mère ou aider mon conjoint, là. Tu sais, puis la seule chose que tu as droit, c'est à 20 semaines de chômage, je pense, là. Puis là, ils mettent ça qui aide le monde comme aidant, mais tu vas pas loin que 20 semaines, là. Avec un malade chronique, là, ça dure plus que 20 semaines. Fait que je trouve qu'il va falloir qu'il y ait, en tout cas, une espèce d'action qui soit faite pour les aidants naturels, qui puissent avoir un salaire, puis qui puissent avoir du répit. Vous savez, quand on place des enfants de garde, là, on les met dans des familles d'accueil, là, mais la famille d'accueil reçoit un salaire. Hein? Oui. Fait que pourquoi c'est pas la même chose pour... je vous dis pas que c'est faire de l'argent sur le dos de la maladie, là, mais en tout cas, être capable d'avoir quelque chose pour acheter les couches, puis toutes ces choses-là là, pour les soins d'hygiène. Et ce qui est invisible aussi lorsqu'on aide quelqu'un, c'est d'apprendre en pleine tempête, on n'était pas préparé à ça, à écouter, à conseiller, à motiver, à stimuler, à renforcer le potentiel, à établir des priorités, à enseigner par se renseigner. Ça fait qu'aujourd'hui, on dirait que tous les soins à domicile, les gens sont tous devenus des infirmières. Ça fait qu'ils n'ont pas de cours, mais ils changent des pansements, ils mettent des cathéters urinaires, ils font les soins d'hygiène, ils donnent les bains, ils donnent les médicaments intraveineux, ils donnent la morphine. En tout cas, je vais te dire, ça n'a plus de bon sens. Je me dis, tu sais, puis souvent, quand il y a par exemple, les enfants sont proches, ça peut toujours aller. Mais ta mère, si elle a 86 ans, puis son mari, il a 90, puis elle en prend soin, elle-même est déjà malade parfois, puis il faut qu'elle apprenne tout ça. Ben, c'est assez pour venir fou. Moi, je trouve ça. Tu sais, je trouve que, tu sais, on en demande beaucoup aux personnes, puis on leur donne pas d'enseignement. C'est tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis que ça te dise ou pas, que tu sois prêt ou pas, c'est arrange-toi. Je veux pas être négative, là, mais tu sais, il y a comme une réalité là-dedans que... Alors, quels sont les types de soins qu'on va fournir? Ces soins sont autant prodigués à la maison que dans les établissements pour retraités ou à l'hôpital. Alors, monsieur, je ne veux pas vous choquer, mais ce sont les filles, les belles-filles, puis les fils qui produisent des soins. Oh, c'est comme ça. C'est les filles qui vont aller prodiguer des soins, ou les épouses, les brus, puis après ça, les fils. C'est comme ça. C'est une constatation, je n'en fais pas un jugement, mais c'est le même. Les gars, là, tu sais, je me dis, tu prends une famille, il y a des hommes puis des femmes, les filles vont aller avant le frère. Mais ça se peut que le frère y aille aussi. Mais il va falloir qu'ils donnent des jobs. Fait que là, je vous ai mis les jobs que vous pouvez donner à vos frères, s'ils ne savent pas quoi faire. Alors, tout le transport à l'hôpital, aller voir le médecin, aller à la pharmacie puis faire ses courses, c'est 38% des tâches. Aide pour les activités telles les corvées domestiques, l'entretien de la maison, du logement, on appelle ça les AVD, les activités de la vie quotidienne, c'est 20,5%. Ça fait que si vous avez un frère qui dit « moi, je ne suis pas capable de m'occuper d'eux autres », bien, vous le ferez tondre le gazon puis balayer, puis pelleter. Après ça, soins personnels, s'habiller, acheter des vêtements adéquats, tous les soins d'hygiène, on appelle ça les activités de la vie quotidienne. Ah, en haut, c'est activités de la vie domestique, excusez. Alors, il y a 15,5% des activités que ça va être ça. Préparation et livraison des repas, l'épicerie, 11,2. Puis l'autre, là, c'est comme un melting pot. C'est l'aider rapide de prendre ses médicaments, gérer ses finances, l'appeler pour savoir s'il est encore en vie, là, tu sais. Parce que des fois, il y a des gens âgés qui, je veux dire, ils sont bien orientés, mais ils sont âgés puis ils ne veulent pas sortir de chez eux, même s'ils ont 98 ans. Ça fait que ça, pour les enfants, des fois, c'est un peu inquiétant. Ça fait que ça ressemble à ça une journée de l'aidant. J'espère qu'il n'est pas tout seul pour faire tout ça. Puis des fois, là, moi, là, je vais dire, maman, là, puis papa, là, des fois, j'étais obligée de rire. Papa, il y avait une pompe. Une pompe pour l'as, là. Puis lui, là, il ne croyait pas à ça. Parce qu'il n'était pas capable de voir le médicament. Je lui disais, papa, c'est une poudre. Il dit, c'est pas utile, cette affaire-là. La misère à y montrer, à prendre sa pompe. Je ne peux pas vous dire comment. Là, je disais à ma fille, qui est pharmacienne, va donc montrer à ton grand-père à prendre sa pompe. J'arrivais là, des fois, j'étais obligée de rire. Il tâtait ça comme un biberon. Fait qu'il faut que tu prennes une grande respiration. Lui, je disais, papa, c'est pas une tétine, là. Faut que tu prennes de l'air pour que ça te rentre dans les poumons. C'est rien de bon, qu'il me disait. Fait que, tu sais, mais moi, j'étais capable d'évaluer que ce qu'il faisait n'était pas correct. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de pompe dans les mains, puis son mari ou son épouse prend une pompe, il croit que c'est correct. Mais on n'y a pas enseigné, c'est ça que je veux vous dire. Là. Oui. Hein, il fait son possible. J'étais obligée de rire, je disais, papa, ça n'a pas de bon sens. Un homme si intelligent, t'es pas capable de comprendre ça.
Il disait, c'est pas utile. Comme il ne voyait pas le médicament, c'était rien de bon qu'il me disait. J'avais beau lui dire, ça ouvre tes bronches, je peux pas, puis c'est une poudre, ça marche pas. Alors, je prends soin de mon père ou de ma mère, qui est la personne aidante. Alors, comme on l'a vu, j'assume ce rôle sans vraiment l'avoir choisi. Hein. Je suis une personne fiable, responsable, qui a développé son esprit d'équipe, son sens d'organisation et sa débrouillardise pour trouver des ressources. Je suis généralement une femme dans 80% des cas et j'ai plus de 45 ans. Je suis quelqu'un qui habite avec la personne au besoin ou qui demeure près de chez elle. Fait que si vous avez un frère à Montréal puis une mère à Passepébiac que vous aidez, là, ben, lui, celui-là de Montréal, il va faire son possible, mais il ne pourra pas faire les commissions à votre mère. Chaque jour, je mets à contribution ma générosité, ma patience, mon temps et ma tolérance. Pour les aidants naturels, les peines, les joies se côtoient de près et souvent dans la même journée. Parce que des fois, on va avoir des choses qui vont bien aller, puis après ça, il peut aussi bien tomber, ou tu sais, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et puis ça, c'est pas juste pour l'Alzheimer. Tu sais, tu peux te lever puis respirer comme il faut le matin, puis à 5 heures. Souvent, les personnes qui sont malades, ils sont plus malades en soirée. Puis là, tu te mets à faire de la température le soir, puis ça ressemble un peu à ça. Ça fait que... puis si j'habite si j'habite avec la personne, bien, c'est 24 heures sur 24. Fait que moi, là, je lève mon chapeau avec tous les gens qui travaillent en milieu hospitalier, avec les gens qui sont gravement malades. C'est pas juste l'Alzheimer, c'est toutes les maladies chroniques sévères, toutes les maladies mentales, puis tous les soins palliatifs. Je me dis, j'espère que quand je serai rendu là, il y aura encore du monde pour me soigner. Puis il n'est pas facile de dire non. Tu sais, les aidants, ils viennent fatigués. Puis je veux dire, puis on ne sait pas toujours comment faire pour les aider, puis qu'est-ce qui pourrait les aider. Tu sais, c'est pas évident. Moi, quand mon mari était malade, il était en chaise roulante à la maison, puis il y avait comme une side joke dans la maison. Avant de sortir faire mes commissions, je lui disais, comment est-ce que ton moral? Parce que tout le monde me demandait comment est-ce que était son moral. Il ne marchait pas, puis il était cassé en morceaux. Fait que là, quand j'en revenais, je lui disais ce que j'avais vu. Puis les gens qui me disaient, comment est-ce qu'il va? Comment est-ce que son moral? Ils me demandaient jamais comment est-ce que était le mien. Il avait l'air de trouver que j'allais bien. Mais je veux dire, il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est une façon de positive de prendre des nouvelles puis de dire on est avec toi. Faut pas. Puis non, les gens qui prient pour nous aussi, accueillez ça. Hein. Moi, il y a assez de monde qui a prié pour mon fils qui guérisse. Là. Je veux dire que si on avait eu une ligne d'électricité, là, on aurait fait du courant, ça n'a pas de bon sens avec cette ligne de prière-là. Fait que ça, c'est qu'on soit croyant ou pas, c'est que ces gens-là ont une pensée pour nous qui les habite. Alors, on va entendre souvent, j'ai le devoir de m'en occuper. Je ne veux pas paraître sans cœur, j'ai fait la promesse de m'en occuper jusqu'à la fin. Mais on peut avoir dit ça avant que le proche qu'on va aider était malade. Mais ce n'est pas un contrat à vie. Si tu as une famille, tu as des enfants, puis tu as un parent malade, tu ne peux pas être là jour et nuit. Moi, maman, elle est partie de la maison, elle avait 84 ans. Puis papa, ça faisait longtemps qu'il voulait partir. Il faut dire qu'il ne voulait pas engager personne pour pelleter. Il ne voulait pas engager personne pour tondre le gazon. Puis maman, elle ne voulait pas que personne vienne dans sa maison faire son ménage. Puis là, c'est comme ça, là. Une journée, je vais chez nous, puis papa était sur le fait de la couverture, il avait comme 87 ans, à pelleter la couverture. J'ai dit, toi, là, tu débarques de là. J'ai dit, papa, là, si je te repogne sur la couverture, là, j'appelle la police, l'ambulance puis les pompiers. Puis je vais dire, ce fou-là, prenez-le et amenez-le en santé mentale. Il riait ça. Il me disait, papa, ça n'a pas de bon sens qu'à 87 ans, tu as pelleté ta couverture. Cardiaque. Là, il a fini par s'engager quelqu'un. Mais une job, là. Ça fait que ça, je veux dire, essayons d'évoluer. Si nos parents n'ont pas pu, là, maman, elle a fini par avoir une femme de ménage, mais elle a choisi un homme de ménage. Parce que si ça avait été une femme, elle aurait regardé ce qu'il y avait de sale. Je disais, maman, il y a du monde qui sont capables de laver une baignoire et une toilette aussi bien que toi. Tu n'es plus capable de faire ça, tu es pleine d'arthrite. Le job, là. Tu sais, ça, je veux dire, c'est difficile. Tu es tellement plus habile que nous pour en prendre soin. Moi, je travaille, j'ai des enfants, toi aussi, mais tu es plus proche. Fait que ça, il faut comme pas trop se faire de peine avec ça. Dire, je prends le contrat, mais je fais ça, mais je ne ferai pas ça. OK, je suis plus proche, je vais faire telle affaire qui est significative. Mais je ne suis pas obligée de tout faire. Vous avez vu Alice tantôt, là? Vous pouvez envoyer votre frère ou son mari chercher les pilules à la pharmacie. Et puis, certains amis ou membres de la famille sont peu présents, soit par ignorance, par peur ou par manque d'intérêt. Les gens disent que ce que je vais dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On dit bonjour, comment est-ce qu'est la journée aujourd'hui? On n'est pas obligé d'aller 20 ans en arrière puis 20 ans d'avant. Hein,
On dit comment est-ce que c'est une bonne journée. Puis moi, quand je vais voir les gens qui sont malades, si vous me permettez, madame, j'ai besoin de votre main, je vais souvent faire ça comme ça. Parce que ça veut dire que je les comprends, je rentre en contact avec eux. Si je fais juste ça, ben c'est différent, vous le sentez, hein? Alors si je fais ça comme ça veut dire je suis là pour toi. C'est pas une grosse job. Tu sais, ça, on peut faire ça facilement. Mais ça, vous y allez avec ce que vous êtes. Oui. J'ai pas de recette. Si ça vous dit pas, vous faites pas ça. Mais ça peut être une chose simple qui fait que la personne va apprécier que vous soyez présent. Elle va le sentir ou y toucher. Parce qu'on n'a pas été habitué à toucher, là, nous autres. Là. Vous savez, là, on était dans le péché mortel. Lui, il ne connaît pas ça, le jeune homme qui est là. On a tellement été élevés dans la peur du diable, puis de l'enfer, puis le péché mortel. Il y a plein de choses émotives qu'on on a mis un mur là-dedans. Alors moi, là, je dis, l'enfer et le diable, ça n'existe pas. Je suis faite à l'image de Dieu. Pourquoi que bon Dieu va s'en aller en enfer? Des fois, je dis ça pour rire. Il y a quelques incohérences. Là. Oui, il y a des incohérences. Ça fait qu'à quelque part, je veux dire, il faut que vous compreniez aussi que les gens âgés ont peur du jugement dernier. Hein? Parce qu'eux, là, ils ont marché au catéchisme, puis ils sont endoctrinés là-dedans, puis ils savent ça. Papa, là, il savait tous ces actes, là, avec de foi, puis de contrition, puis d'humilité, puis je sais même plus ça. Puis les commandements de Dieu. Il me récitait ça, des fois, je disais, papa, je sais que j'ai appris ça, mais je sais rien de ça. Puis les histoires de l'Ancien Testament, de tout ce que tu veux. Fait que eux, là, ils ont été endoctrinés pour le jugement dernier. Hein. Fait qu'il faut les rassurer. Présente-toi devant ton Dieu, les mains pleines de ton possible. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Êtes-vous tanné, là, ça fait un heure que je parle? Non. Parce que là, on peut arrêter ça n'importe quand. Non. Ça va bien, par exemple. Alors, une fois, j'avais tenu... il y avait une formation pour les infirmières et les médecins en soins palliatifs. Là, ça doit faire comme 20 années de ça, si c'est pas plus, 25 ans. Et puis moi, j'étais allée à la gare chercher le petit curé de la maison Sarrazin. La maison Sarrazin, c'est la maison à Québec où les gens vont en fin de vie. Normalement, là, tu vas là puis tu sors plus. Hein? Mais ils sont bien chanceux d'avoir une maison pour des soins palliatifs. Puis en passant, pour avoir un lit de soins palliatifs, ça prend 10 000 habitants. Ça veut dire que là, on part de Nouvelles, puis on se rend quasiment à Port-Daniel. Fait que quand ils disent à la TV, là, mourir avec dignité, là, puis ils disent, mettez en place des soins, les lits de soins palliatifs, là, ça ne nous donne rien qu'un lit. Mais on est plus qu'un à coucher dans le lit, là. Puis un lit de soins palliatifs, c'est un lit dans le milieu hospitalier qui sert juste à ça. On ne mettra pas un appendicite ou un cardiaque. Non. C'est vraiment pour les soins de fin de vie, puis les médecins se battent pour avoir ce type de lit-là. Fait que c'est un lit par 10 000. Alors, le petit curé, toute la journée, là, tout le monde s'en parlait, ça venait de l'hôpital Notre-Dame, et ça venait de partout. Puis je me disais, lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Il me semble que tout a été dit. Ça avait commencé à 8h30, puis on était rendu comme à 3h, puis après, parole. Et j'oublierai jamais ça. Moi, ça m'a énormément réconcilié avec la mort, puis en tout cas avec ce que mes parents vivraient. Alors, il dit, à la maison Sarrazin, il y a toutes sortes de monde qui viennent de toutes sortes de religions. Ça peut être n'importe quelle religion, il y a toutes sortes de croyances. Il dit, moi, je les accueille, tu sais, il n'y a pas quelqu'un pour le bouddhisme, puis les chrétiens, puis tout ce que tu veux, c'est pas, tu viens là parce que tu as un cancer en phase terminale. Alors, il dit, il y en a là, qui arrivent ici, ils prient. Il fait longtemps qu'ils n'ont pas prié. Puis ils prient, puis en tout cas, ils font des promesses, puis en tout cas, ils essayent là, que ça se passe. Ils sont vraiment centrés là-dessus. Il dit, il y en a d'autres qui arrivent arrangés bien loin. Ils disent, moi, là, j'ai prié toute ma vie. Puis là, je suis en train de mourir, puis c'est pas correct cette affaire-là, puis c'est pas juste, puis je suis jeune, puis en tout cas, whatever. Puis il dit, il arrive quelqu'un, puis il me dit, moi, toute ma vie, j'ai fait mon possible. J'ai pas tué, j'ai pas volé. J'ai essayé d'élever mes enfants du mieux que j'ai pu. J'ai fait mon possible. Alors il lui dit, je lui dis, présente-toi devant ton Dieu, les mains pleines de ton possible, et il t'accueillera. Hey, c'est beau. Fait quand on sera rendu là, on se présentera devant notre Dieu. Appelez-le comme vous voudrez, ça ne me dérange pas. Mais il a l'air d'un gars mort sur une croix, le note. En tout cas, c'est celui-là qu'on connaît le plus. Et il t'accueillera. Fait que moi, je trouve ça... Mon père, il croyait... Il disait que lui... ma mère, elle n'avait pas parlé de ça. Mais mon père, il disait qu'il y avait un créateur. Il disait qu'il avait trop vu de belles choses. Papa, il pêchait, puis il chassait, puis il avait été contremaître en forêt. Il était menuisier.
Il disait qu'il avait trop vu de quoi de beau dans la forêt et dans la nature, qu'il y avait un créateur. Fait qu'il est parti avec son créateur. Et il est parti très sereinement. Et puis ça, lui, et la petite religieuse qui s'appelle Sœur Claire est venue faire les prières. Parce que là, on voyait qu'il décompensait nous autres. Puis moi et ma soeur, on savait qu'il était en train de mourir. Maman puis mon autre soeur, je ne sais pas. Mais on ne pensait pas que ça irait vite comme ça. Alors la religieuse est venue pour elle a récité une prière. Puis je me souviens, moi, j'étais assis. On aurait dit que j'écoutais Pipa, là. Tu sais, j'étais un peu comme dépassée parce que je savais qu'il n'allait pas bien. Il l'a regardé puis il a dit « Je suis sauvée ». Ma soeur a dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» J'ai dit « Il dit qu'il est sauvé ». Je lui ai dit, papa, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être sauvé, c'est bien toi. Il est mort 5 minutes après. Hey, c'est comme tu avais donné le... Ben lui, là, parce que ses valeurs et ses croyances, il se présentait devant son Créateur. Alors, j'espère que j'aurai cette sagesse-là quand ça viendra le temps pour moi de partir. Je vous compte toutes sortes d'affaires. Ah oui, c'est très beau. OK. Je vais juste finir avec celle-là. Ça vous va? Alors, on attend souvent, c'est les gens qui disent, je vous ai mis une personne avec 2 oreillers, c'est parce qu'on ne veut rien savoir quand on a 2 oreillers. On vous appellera quand on aura besoin d'aide. Vous avez déjà entendu ça, hein? Oui. Alors, ça veut comme rien dire. Ça veut dire, si on a besoin d'aide, mais il n'appelle pas. Alors, demander de l'aide, c'est pas si simple que ça pour les dents. Il y a une logique familiale qui perdure, qui fera en sorte qu'on a recours à des services uniquement lorsqu'on n'en peut plus. On est fatigué, on est brûlé, puis là, on n'en peut plus, on demande l'aide. Puis certaines personnes perçoivent cette demande comme une faiblesse ou d'autres ne veulent pas d'étrangers dans leur maison. Sa maman ne veut pas d'étrangers dans sa maison. Puis il y a le monde qui vont dire, appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Mais ça non plus, ça ne veut rien dire. Non. Si vous dites ça à quelqu'un, appelle-moi si tu as besoin d'aide pour telle chose. Si tu as besoin d'aide que j'aille amener maman à la pharmacie, si tu as besoin d'aide que je fasse telle commission, si tu as besoin que j'aille à l'épicerie, nommez ce que vous êtes capable de faire. Mais appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Croyez-vous que je vais vous appeler, moi, pas tout. Mais si vous dites, regarde, là, appelle-moi, là, puis pour quand je vais garder mes parents ou whatever, la personne malade, pendant 2 heures. Tu ne feras rien, tu iras te promener, tu iras magasiner. J'ai dit pourquoi. Tu sais, mais si je dis appelle-moi si tu as besoin d'aide, là, ça ne veut rien dire ça. Non. C'est parler dans le vide. Fait que c'est trop facile. Puis une chose qui va aider beaucoup les personnes, quand les gens disent, là, tant que vous entendez parler qu'il y a quelqu'un dans le village là, qui a 40 ans, puis qui a le cancer, puis qui a des jeunes enfants, là, le monde, ils disent, on ne sait pas quoi faire, on voudrait l'aider, amenez-y à manger. À l'aider. À l'aider. Oui, c'est ça. Parce que quand tu arrives à la chimio, puis tu es fatigué, là, puis que quelqu'un t'a fait un pâté, là, ben, c'est comme si qu'il t'avait amené sur la lune. C'est pas croyable comment est-ce que tu apprécies ça. Ça fait qu'on fait tout à manger, hein? Amenez-y des galettes, n'importe quoi. Ils vont toujours être contents. Change le menu. Hein? Change le menu. Non, mais moi, je me souviens, là, quand mon fils était en chimiothérapie, moi, je suis une battante. Alors, il y avait venu des filles de l'hôpital, il avait amené une grosse boîte de bouffe. Je broyais comme un enfant. Il m'avait amené toutes sortes d'affaires congelées. Puis quand tu manges ce que les gens t'ont amené, tu penses à ces personnes-là, comment est-ce qu'ils ont été corrects, tu sais? Oui, Oui. Alors, la personne aidante, là, elle se sent toujours obligée puis irremplaçable. Elle va dire souvent, ben ça va, là, ça va passer, c'est juste un mauvais moment, je vais dormir un peu puis je serai plus en forme. Je ne pourrais pas accepter que les choses soient faites autrement. Ça, c'est une terrible affaire. Dans notre vie actuelle aussi. C'est bien beau les services, mais mon conjoint n'acceptera jamais qu'un étranger entre dans la maison pour ses soins d'hygiène. Et il a sa fierté et son orgueil. Puis il y en a qui vont dire, on ne veut pas d'étrangers dans la maison. Je disais, mais ben, il s'en ira pas avec le frigidaire, hein? Ni à la TV, là. Le monde, c'est pas tous des voleurs. Puis les gens qui viennent nous aider, ils sont, ça fait partie de leur fonction. Puis je veux dire, il y a tout un serment de confidentialité, même le monde qui font le ménage. Hein, ils ne sont pas supposés de compter que ce qu'ils voient. Puis tout le personnel médical de santé, on est sous la confidentialité. Inquiétez-vous pas, on ne parle jamais de ça. Puis il y en a qui vont dire, ce sont des affaires de famille, on va me questionner. Ça fait que ça, c'est tout comme la résistance. Fait qu'il faut comme aider les gens à dire, bien, regarde, OK, on va essayer de l'aide, puis si tu n'es pas bien là-dedans ou si ça ne va pas bien, on verra. Le moment, là, je veux dire, c'était pas si sale que qu'elle disait chez nous. Fait qu'elle s'assisait avec, c'était un monsieur, elle s'assisait avec lui, puis il donnait du jus puis du biscuit, puis elle jasait.
Puis là, elle me disait, bien, il est venu aujourd'hui, C'est un là. confident. Oui, oui. Elle comptait toutes sortes d'affaires, tu sais. Elle jasait. Elle se berçait, puis elle jasait. Je me dis, ça lui faisait du bien. Bien, elle aimait ça, hein. Mais là, elle faisait le ménage avant qu'il arrive, par exemple. Mais en tout cas. Ah. Mais moi, j'ai une femme de ménage. Julien, il dit que je fais le ménage avant qu'elle arrive, mais je ramasse. Je ramasse les bottes, puis les casquettes, puis le journal, puis tu sais, je veux dire, elle ne sait pas si elle peut jeter ça ou pas. Ça finit que nous autres, là, je ne pourrais pas accepter que les choses soient faites autrement. Moi, j'ai terriblement de misère avec la deuxième phrase. Pour le ménage, ça n'a pas de bon sens. J'ai une femme de ménage, là. Mais je vis avec 2 traîneux. Mon fils reste avec moi, puis mon mari. Mais eux autres, ils ne voyaient pas ça. Ils pourraient avoir 10 gazettes sur la table, là. Ils tasseraient ça, puis ils mettraient leurs assiettes. J'ai pas été capable. Mais là, ma soeur, elle me dit, parce que c'est toi qui ramasses, ils n'ont pas besoin de rien faire. Mais c'est vrai. Mais j'ai de la misère à changer ça. Eh, Seigneur. Je ne peux pas vous dire comment. C'était bien qu'avant de mourir, j'aurais arrivé. L'importance de se décrocher à un moment donné, il est important que vous sachiez que seul est difficile de s'occuper d'une personne présentant une perte d'autonomie. Et la deuxième phrase, je l'ai mis en rouge. Quand la personne aidée dit non à de l'aide à domicile, dites-lui que c'est vous qui en avez besoin et non elle. Ça, c'est bien important. Si la personne aidée dit bien, ça va bien, on se débrouille bien, mais que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous lui dites, mais toi, tu n'as peut-être pas besoin, mais moi, pendant qu'elle va venir, ça va m'aider, je vais pouvoir sortir, tu sais, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Fait que, parce que souvent, ces gens-là ne peuvent pas rester seuls. Ça fait que demandez-leur l'aide à domicile. Demander de l'aide, c'est une manière de signifier ses limites et de s'adresser aux personnes compétentes pour offrir les meilleurs soins possibles à la personne malade. Ils vont faire ça différemment de vous, mais je veux dire, les gens qui font du soin à domicile, là, c'est une vocation, puis je veux dire, ils sont bons. Alors, il faut être en bonne santé pour être malade. Hein? Ça, là, moi, je pense ça, t'es pour être malade. Si tu vas à l'hôpital, tu as besoin d'être en bonne santé pour guérir. Parce que la médecine est faite ainsi. La médecine, c'est scientifique un peu. Alors, ça fait 1 + 1 = 2. Si ça ne fait pas ça, là, le médecin, il ne pourra pas dire que tu vas bien. Il ne dira pas non plus que tu vas mal, mais il ne dira rien. Ça fait que, fie-toi pas sur lui pour t'encourager. Il faut que tu t'encourages toi-même. Et puis, s'ils m'entendent, ils vont rigoler. Mais quand tu vas voir un médecin, ce sont tous des gens, c'est des ingénieurs. Ils sont tous très cartésiens. Fait que tu arrives là, ils regardent ton dossier, ils ne te regardent pas. Puis là, essaie pas d'y poser des questions pendant qu'il fouille dans les papiers. Ils ne te regardent pas. Fait que quand il lève les yeux, là, tu dis, j'ai des questions à vous poser, c'est-il le temps? Tu écris toutes tes questions avant d'y aller. Même pour votre examen médical annuel. Oui. Puis là, vous vous dites, c'est-tu le temps que je pose mes questions? Mais là, il dit oui. Tu dis, je n'ai 5, et 4, tu les poses. Puis là, tu vas voir qu'est-ce qui... Mais c'est le seul temps que vous allez pouvoir... Il faut que vous ayez un contact visuel. Parlez-y pas pendant qu'il fouille des papiers. Mais lui, il fouille des papiers parce qu'il ne vous connaît pas, puis il a besoin de savoir les résultats de tous les examens que vous avez passés. Ça se passe demain. C'est comme ça. Ça fait que, quel est le type d'aide qui pourrait m'être utile? C'est quoi que j'ai besoin? Regardez, il manque un L, je le cherchais. Une lourdeur bureaucratique accompagne la demande de service. Les aidants. Je savais qu'il me manquait une lettre en quelque part. C'est marqué ES aidant. Alors, tu sais, quand il y a une lourdeur bureaucratique, alors tu viens que tu ne sais plus, les aidants ne savent plus, ne savent, là. Cette phrase-là, il faut que je la retienne. Je vais te la corriger, Marc, avant de te l'envoyer. Ne savent plus qui appeler si un de leurs proches ne va pas bien. Ça veut dire que tu as un malade à la maison, tu appelles qui? Le spécialiste, le soin à domicile, l'infirmier, ou qu'est-ce que tu fais? Mieux vaut vivre un peu heureux que mourir un héros. Vous pouvez tous les appeler. Vous leur dites, je ne sais pas quoi faire, je t'appelle. Il faut se battre parfois avec le système, puis il y a une absence d'évaluation des capacités des aidants à prendre en charge les soins à domicile, je vous en ai parlé tantôt, tout ce que les gens font à la maison. Et puis il y a des délais pour les soins à domicile du CLSC, c'est trop peu puis trop tard. Fait que les autres, là, l'infirmier ou l'infirmière, ils sont chez les mourants. Mais des fois, tu n'es pas mourant, mais tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas encore sur la liste. C'est comme ça. Fait que là, comme je vous dis, la population vieillit. Il va falloir qu'il y ait... Puis ça sert à les amener en milieu hospitalier. La famille aussi, des fois, quand elle les garde à la maison, c'est plus facile. Parce que, surtout si c'est des personnes âgées, bien, mettons qu'on prend un couple qui a 86 puis 90 ans, quelle que soit la personne malade, passer son temps à l'hôpital, c'est terriblement fatigant pour ces gens-là. Puis surtout que l'hôpital n'est pas dans votre cour, ça fait que ça demande beaucoup. Ça fait que des fois, c'est moins fatigant qu'ils soient à la maison.
Fait que tout est une question là, de situation. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Ma propre qualité de vie, alors utilisez votre réseau de soutien familial pour se ventiler l'esprit, briser le... S'il y a une des phrases là-dedans qui fait votre affaire, tant mieux. Puis s'il n'y en a pas, ben, c'est pas plus grave que ça. Vous pourrez l'inventer. Briser l'isolement et partager ses difficultés et ses craintes. Parce que comme je vous l'ai dit, on est face à l'inconnu et on n'a pas de contrôle. Là, il va neiger. On sait qu'il va neiger. On va mettre nos pneus d'hiver. On a du contrôle. On ne sait pas combien de neige qui tombe, on sait qu'il va en tomber. On a du contrôle pareil. On s'habille, on commence à sortir nos vestes d'hiver, comprenez-vous? On a un contrôle sur la situation qui va venir. Mais face à la maladie, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, ne pas se faire de la peine avec les commentaires des autres, on fait son possible, on est bénévole. Puis les gens qui chiolent beaucoup dans la vie, ils chiolent tout le temps. Ils vont chialer jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, ils sont souffrants. Les gens qui chiolent beaucoup, il y a beaucoup de souffrance en eux. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il fait beau. Là, mettons que tu vas faire tes commissions, puis tu es à l'épicerie. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, « Fais-tu beau aujourd'hui? » Il faisait beau tantôt. Hein. Il va dire, « Oui, mais le fret s'en vient. » Ça, c'est de la souffrance. Mais il fait beau aujourd'hui. Bon, t'es divin. Non, c'est bien qu'il va neiger. On le verra ce temps-là. Mais tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le négatif. Oui. On regarderait ça, vous allez avoir du fun. Il fait beau, mais le fret s'en vient. On sait qu'il va neiger, hein? On espère que c'est le plus tard possible. Alors, faire preuve d'indulgence envers vous-même puis reconnaissez vos besoins. Vous êtes une personne vivante, puis il faut que vous choisissiez. Ne pas blâmer les autres qui sont incapables de voir quelqu'un souffrir ou d'affronter la mort. Essayez de prendre des décisions pour le bien-être de tous. Parce que vous n'aurez toujours, ils ne peuvent pas voir le sein, ils ne peuvent pas à l'hôpital. Ça sent toutes sortes d'affaires à l'hôpital. Ça sent rien à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, il y en a, ils disent ça sent l'éther. Ça fait 30 ans qu'on n'utilise plus d'éther. C'est vrai que c'est spécial un peu. C'est vrai. Parce qu'avant ça, il y a 30-40 ans passés, mais moi, ça fait 42 ans que je suis infirmière, mais il y a 40 ans passés, c'est vrai que l'éther existait. Mais je vous dirais que 35 ans qu'elle n'existe plus, c'est pas 38, là. Ça se peut pas qu'ils sentent ça. Mais ils ont resté qu'une senteur enfant, hein, puis ils avaient peur de l'hôpital. Accordez-vous des moments de bien-traitance. Vous savez, il y a de la maltraitance, ça fait que nous, on peut faire de la bien-traitance. Hein? Des fois, je dis une fun attitude. Une attitude, le fun. Au lieu d'avoir une mauvaise attitude, on peut avoir une fun. Parce que même si on est dans cette dynamique-là de personnes malades, on peut avoir du plaisir aussi, là. Moi, quand mon mari était malade, des fois, on riait, ça n'a pas de bon sens. Pour des affaires banales. Il était en vie, puis il ne mourra pas. Il était cassé en morceaux, mais je savais qu'il ne mourra pas. Fait que des fois, on pouvait rire. Souvenez-vous en toute humilité que vous n'êtes pas un magicien. Vos ressources et vos capacités sont limitées. Et rappelez-le à l'occasion votre entourage. Moi, j'ai dit à maman, c'est pas de ma faute, maman, si t'es plus vieille que moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas de ma faute, c'est plus vieille que moi. J'ai dit, maman, je suis désolée. Parce que quand elle était malade, avant qu'elle se décide d'aller en maison pour personnes âgées, je travaillais à temps complet. Puis mon mari aussi. Puis je lui ai dit ça, maman. Elle disait qu'elle était trop malade pour se lever de son lit, puis elle était déprimée aussi. Mais je disais, maman, c'est pas de ma faute si t'es plus vieille que moi. Je peux pas. Il faut aussi que tu assumes ta vieillesse, hein, quelque part. Puis apprenez à dire non et n'hésitez pas à demander de l'aide de nouveau. Fait que ça, c'est comme bien important de dire, voici, je suis rendue là, je suis plus capable. Non, je ne ferai pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est pas, il m'aime-tu pas, c'est pas un contrat d'amour, hein? On n'est pas là pour que tout le monde nous vénère. On peut dire, non, je ne suis pas capable, puis dire aux autres, bien, qu'est-ce que vous pourriez faire? Mais il faut toujours parler en jeu. Hein? Je suis plus capable. Non, vous ne m'aidez pas. Comprenez-vous la différence, là? Ça ne sert à rien d'aller dans la colère. Alors, le soleil ni la mort peuvent se regarder en face. La fin de vie est vécue comme une surprise au Québec. Nous vivons dans une culture de négation de la mort. Les interdictions sociales nous poussent à ne pas parler de la mort et à ne pas penser à la mort. Alors qu'il y a d'autres cultures qui vont en parler, puis pour eux, c'est comme une sorte de délivrance. Je ne vous dis pas qu'il faut triper puis battre triper à ça tous les jours, mais comme je vous dis, je sais que je vais mourir. Alors, les conditions pour mourir à domicile, c'est à prendre avec une pincette. C'est tout situationnel, ça dépend du contexte de la famille. D'abord, que ce soit la volonté de la personne malade. Que l'on puisse parler de la mort à la maison. Si on a un diagnostic, qu'on a un cancer, puis on sait qu'il n'y a pas de chance de guérison, mais si la personne croit qu'elle va encore guérir, puis qu'on lui dit, bien, regarde, tu vas aller mieux, je ne suis pas sûre qu'on joue la bonne game. Parce que, il faut qu'il y ait aussi comme une certitude.
Alors, que le réseau soit suffisant et capable de vous aider et que le symptôme du malade soit bien contrôlé. La souffrance et la douleur n'a pas sa raison en fin de vie. Puis, si vous avez à soigner quelqu'un en fin de vie, donnez-y de la morphine. Ayez pas peur de la morphine. La morphine, ça empêche d'être trop souffrant. Puis les gens, quand on ne donne pas la morphine, deviennent agités. Puis ils viennent qui crient par le mal. Puis maintenant, ils sont plus, on n'est plus capable de les soulager. La morphine ne fait pas mourir. Ça, c'est une croyance qui n'existe pas. Puis que les appareillages, lit, oxygène, puissent être installés à la maison si nécessaire, que l'on soit capable d'aider aux soins d'hygiène. Si la personne qu'on s'occupe a une culotte d'incontinence puis que personne ne veut la changer, bien, je veux dire, on ne pourra pas à 3 heures du matin engager quelqu'un. Il faut être à l'aise aux soins d'hygiène ou si on ne l'est pas, de se faire montrer. À être capable de changer la personne. Puis de bénéficier d'un enseignement significatif pour la conjointe âgée qui parfois elle-même est malade et âgée. Alors on peut demander à cette personne-là, jusqu'où tu es capable d'aller? Qu'est-ce que tu peux faire? Et puis prendre soin de son proche tout en prenant du plaisir dans cette relation est, je pense, un facteur de protection de l'épuisement familial. Du répit, une présence, des paroles de réconfort et de l'aide. Les institutions sont toutes les actions qui non seulement soutiennent l'aidant dans sa condition, dans son quotidien, mais qui lui montrent qu'il n'est pas tout seul puis que les efforts qu'il fait sont reconnus. Puis moi, j'ai une très grande, je disais ça aux étudiantes quand je donnais des cours aux infirmières, soigner, c'est avant tout entrer en contact avec la personne. C'est pas ton diplôme. C'est d'être capable de contacter la personne que tu t'occupes. Tu vois, le geste de prendre la main, comme Oui. tu l'as fait tout à l'heure, Oui. Ça, c'est soigner. Oui. C'est que tu la contactes. Tu dis, je suis là pour toi. Ouais. Parce que moi, le toucher, je crois beaucoup à ça. C'est pas du taponnage, on passe notre temps à taponner, là, c'est pas ça. Mais c'est vraiment, ça ne dure pas vraiment longtemps. Mais le temps que je peux faire ça, c'est correct. Puis on n'a pas été, moi, dans ma famille, on n'était pas des béqueux. On n'a pas été habitués à ça. Non, c'est ça, ma mère, dans tout, c'est pour ça qu'elle change, elle change complètement. Oui. Alors, pourquoi que certaines personnes s'adaptent mieux que d'autres aux transitions de la vie? Bien, ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité de réagir positivement à des conditions défavorables et à des facteurs de stress. Ça veut dire qu'au lieu que je sois toujours dans le négatif, je vais accompagner positivement. Et puis, les principaux éléments pour se garder en bonne santé comme personne aidante naturelle sont les suivants. J'accepte la réalité. Ça ne veut pas dire que je la trouve drôle, mais je suis rendue là. Tu sais, j'accepte cette réalité-là. Je crois au sens de la vie. Et puis, l'habilité à improviser, puis le sens de l'humour. Parce que quand c'est drôle, on peut rire. Puis des fois, il y a des situations assez spéciales. Je me souviens une fois que quand mon mari il a eu un accident, puis ils ont été obligés de le transférer à Québec. Et comme de raison, je ne pouvais pas embarquer dans l'avion, on ne peut plus maintenant, fait que je montais en auto. Puis j'avais été mettre mes enfants chez ma belle-mère, qui a été très bonne pour moi. Alors quand je suis rentrée, il y a quelqu'un qui était là, qui est de la parenté à mon mari. Puis mon fils avait dit quelque chose de drôle dans l'auto, il avait 7 ans. Mais moi, là, mes enfants, je n'étais pas pour leur dire que le père était mourant. Fait que je leur disais que leur père avait eu un accident, puis il y avait bien des fractures. Mais quand on est rentré, on riait. Parce que c'était, je me souviens pas de ce qu'il avait dit, mais c'était comique. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, vous êtes capable de rire. Hein? Comme si qu'il fallait tout déjà brailler. Ben, tu sais, je juge pas ça non plus, mais, tu sais, moi j'ai dit, devant mes enfants, il faut qu'ils croient que je crois que le père peut vivre. Je ne peux pas l'enterrer avant le temps. Tu sais, il faut faire attention de ne pas enterrer les gens avant le temps. Alors, même si quelqu'un est très malade ou qui a beaucoup de ces troubles cognitifs, ben, c'est accepter la réalité, croire au sens de la vie, c'est son chemin de vie. Et puis, improviser, puis le sens de l'humour. Alors, je vous ai mis Saint-Exupéry qui dit qu'on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est beau, ça. Oui, c'est Saint-Exupéry. Oui, Ouais. le petit rang. Alors, le recadrage. Quand je vis une situation difficile, je peux me recadrer. C'est comme si je changerais de poste de TV. Comprenez-vous? C'est un peu ça, tu sais, parce que là, c'est facile de dire ça. Alors, est-ce que mon rôle d'aidant est gratifiant, valorisant ou un lourd fardeau à porter? Essayez de voir la situation différemment. Quand je veux changer tout le temps la situation que je ne peux pas modifier, c'est stressant. C'est pour ça, quand je vous dis, la personne est rendue à tel endroit, bien, moi, maman, là, elle a une tempête cognitive, puis elle va se décompenser.
Mais j'essayerai pas là, d'y faire des exercices de gym cerveau pour penser que... Par contre, je suis très lucide pour voir si elle a besoin d'une médication. Puis là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va y passer une Folstein, une mini mentale, pour aussi que si ça ne guérit pas, on peut peut-être empêcher la détérioration. Alors, suis-je dans le désir ou la peur? Je vous raconte encore une autre histoire. Je pourrais écrire des livres d'histoire, hein? Alors, quand mon fils a été malade, ça se passe en 86, il y a 3 ans. Et puis, je suis à Sainte-Justine, comme de raison. 86, il y a 3 ans. Il y avait 3 ans. Ah, ok. Alors, je suis à Sainte-Justine, puis je me revois dans la chambre où je suis, puis maintenant je vous compte ça. Puis il y a une dame de Leucan, Leucan c'est l'association Leucémie Cancer, qui vient le masser. Puis là, mon fils, il n'a jamais été massé à 3 ans, il est habitué à se faire câliner par moi, mais pas en étrangère. Il est couché dans sa couchette, là, puis je veux dire, il a commencé sa chimio, puis il va pas bien. Alors, elle me dit, où es-tu? J'ai dit, je ne sais pas ce que je suis. J'ai dit, je suis à 900 km d'ici, puis mon bébé va pas bien. Alors d'abord, elle m'a dit, appelle-le pas ton bébé. C'est comme si que tu lui donnais aucune force, aucune énergie, comme si qu'il n'était pas capable de rien. Elle m'a dit, appelle-le ton fils. J'ai jamais dit mon bébé. Tu sais, le petit, là, puis mon bébé, le petit, il est petit, là. Ouais. Et elle m'a dit, où es-tu? Es-tu dans le désir qui vive ou la peur qui meurt? Où es-tu? Puis branche-toi, puis ça braise. Elle m'a sauvé la vie. Hey. Elle m'a sauvé la vie. Parce que là, tu as un enfant de 3 ans, là, tu ne manges pas à chimio, c'est tout. Hein? Il y a une chance sur 2 de mourir, parce qu'à l'époque, ça mourait comme des mouches. Mais moi, et puis je ne juge pas les autres femmes qui m'entouraient au manoir, je sais pas si c'était au manoir McDonald's, puis qui me disaient, j'ai vu mon fils dans son cercueil cette nuit, puis toutes sortes de choses comme ça, parce qu'il y a une anticipation aussi que, je veux dire, il se prépare que l'enfant peut partir. Alors que moi, même s'il n'allait pas bien, je le voyais en tricycle avec des cheveux frisés, parce qu'il y avait des bouclettes quand il était enfant. Mais il était maigre comme un... Il avait perdu le tiers de son poids, puis il n'y avait pas un cheveu sur la tête, puis il avait les yeux creux. Ça m'a aidé à poursuivre avec lui. Là, j'ai un genou qui ne va pas bien. Ils m'ont infiltré, là, ils m'ont mis une substance qui s'appelle du Synvis. Puis qui coûte, je me dis, il y a quelqu'un qui fait de l'argent quelque part. 430 pièces d'injection. Je suis chanceuse, j'ai des assurances. Je les ai payées toute ma vie, mais je les ai pareilles. Hier, là, pendant qu'ils me shootaient ça, je me disais, le pauvre monde qui n'a pas d'assurance, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est comme un liquide qui va venir huiler. Fait là, savez-vous ce que je fais? Ça va vous faire rire. Est-ce que mon sac rouge? Non, je l'ai ma canne. Dans mon sac rouge, puis là, je vais me faire une copie en couleur. Puis là, ben, vous pouvez dire que je suis folle, là. Je sais que je suis. Fait que là, je suis dans le désir ou la peur. Et moi, c'est pas vrai que je vais arrêter de marcher, puis que cette jambe-là va se défaire. On ne peut pas revenir en arrière. J'étais sur Internet, puis je m'ai sorti un genou d'arthrose. Mais là, je vais l'agrandir, je vais le mettre en couleur. Puis là, je vais tout regarder la zone, que ça a l'air. Puis là, je suis en train de peinturer mon genou avec ce qui m'a shooté. Comprenez-vous? J'imagine, puis je suis comme une petite lumière, là, puis je regarde là, le liquide, puis je l'envoie partout. Tu sais, comme, mettons que j'aurais une poque sur mon genre, là, puis la rouille, bien, je mettrais les choses. Fait que là, dès que j'ai une seconde, là, je m'en venais tantôt, là, puis je pensais à ça. Je peinture mon genou. Il va aller mieux. Voyez-vous? Oui. Tu sais, ils ne feront pas un genou neuf, puis je vais encore avoir certaines limitations. Mais je suis dans le désir qu'il y a de mieux. Puis quand je serai obligée d'avoir une prothèse, j'en aurai une, mais en attendant la prothèse, moi, je suis dans le désir. Alors aujourd'hui, il y a présentement 4 catégories de personnes dans cette salle. Ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui ont besoin d'un proche aidant. Ça fait qu'on a tous fait un peu ces jobs-là. Puis la compassion, c'est le juste milieu entre nos agirs et notre capacité d'être présent et se soucier de l'autre. Alors moi, je vous remercie pour tout votre dévouement. Parce que quand on est des aidants, on est des gens dévoués. Ça fait que si les gens ne vous le disent pas, moi, je vous le dis merci. Et pour finir, je vous ai mis ça. Oh, Parce que ça, c'est Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Il y a toujours de la brume. Mais c'est pour vous dire que le soleil est là aussi, même s'il y a de la brume. Alors peut-être que dans votre vie, il y a une page de brume, mais le soleil, il va revenir. Parce qu'il se cache derrière la brume. Merci beaucoup. Merci C'est beaucoup. ça que j'avais à vous partager.